Nouvelle édition de Metro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre deuxième édition. Au sommaire de l'actualité, le Premier ministre Gary Coney a effectué ce mardi une visite d'évaluation au Conseil électoral provisoire. Le chef du gouvernement veut réactiver la machine électorale. Une délégation de la police haïtienne se trouve actuellement à Nairobi, au Kenya. Le déploiement de la mission multinationale en Haïti était au centre des discussions. On titre également le nombre de déplacés en raison de la violence des gangs a connu une augmentation de 60% ces derniers jours, selon des chiffres publiés par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Comme annoncé, le Premier ministre Gary Coney a visité le Conseil électoral provisoire ce mardi. Lors de cette visite, il a discuté des préparatifs pour les prochaines élections. M. Coney a mis en avant l'urgence de progresser rapidement afin d'élire des représentants au plus vite. Il a également mentionné que des consultations avec les parties prenantes sont en cours pour lancer le processus électoral. Là, je dis, c'est parce que nous devons regarder comment bailler, on tient pression, point de départ nous, regarder pour comment qui base nous bien pour nous commencer à réfléchir, travailler. Nous avons songé que dans le cadre d'accord politique qui mettait le gouvernement de transition, conseil présidentiel et premier ministre, nous l'engagement nous prend, c'est qu'il faut absolument que nous avancions vers des élections honnêtes et crédibles. C'est pour une grosse pièce que nous allons pour nous travailler pour lui. Évidemment, on a pour nous construire un consensus national autour de gens nous voulons faire, les deux côtés nous voulons aller. Mais il est absolument nécessaire que très vite, nous soyons capables de des élus dans tous côtés de dans le pays. Évidemment, CEPA pour une pièce maîtresse, un instrument central. Donc, le visite jeudi, c'est pour nous donner un signal très clair que ça peut être un élément que nous pouvons passer en pile temps pour nous assurer que la marché, genre pour le marché. Évidemment, nous avons un premier moment côté NAPC et des consultations très larges avec toute partie prenante pour nous assurer que la population publique, la partie politique concernée par le processus, a bien impliqué et participer à idées sur comment nous pouvons avancer. On va l'assurer nous tout que évidemment CEPA a les moyens qu'il faut pour faire un travail de qualité et n'a pas assuré que toute population lui-même sentit une confiance dans le processus que nous mettons sous place là. Autre point de l'actualité, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a rencontré le président du Kenya, William Ruto, dimanche, en marge du sommet sur la paix en Ukraine à Lucerne, en Suisse. Ils ont discuté de la crise actuelle en Haïti, évaluant les progrès du déploiement de la mission multinationale et explorant les possibilités de poursuivre la coopération bilatérale pour rétablir la stabilité en Haïti. Le Premier ministre Trudeau a exprimé sa gratitude pour le leadership du Kenya et a réitéré l'engagement du Canada à soutenir Haïti pendant cette période de crise et au-delà. Toujours concernant la mission multinationale, une équipe de commandants de la police haïtienne a rencontré mardi l'inspecteur général de la police du Kenya, Japhet Koumé, pour discuter du déploiement prévu d'ici la fin juin. Le Kenya dirigera cette mission soutenue par l'ONU qui comprendra des officiers de plusieurs pays afin de lutter contre la violence des gangs en Haïti qui a fait des milliers de morts et forcé plus de 360 000 personnes à fuir leur foyer. Joachim Prophète, responsable de la police haïtienne, a exprimé l'espoir de soutien du Kenya auquel M. Koumé a répondu par un engagement ferme à aider. La police haïtienne a également rencontré les commandants des 1000 officiers kenyans qui seront déployés dans le cadre de cette mission. En outre, le Kenya offrira une formation à la police haïtienne et la délégation a visité les casernes où se dérouleront les exercices. Le président kenyan William Ruto a récemment affirmé que le Kenya respecterait son engagement de rétablir la paix en Haïti. Un engagement apprécié par le président américain Joe Biden lors de la visite de M. Ruto aux États-Unis en mai dernier. 455 nouveaux policiers ont rejoint le mardi 18 juin 2024 des unités spécialisées de la police nationale.
La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu à l'École nationale de police à Route de Frères, en présence du directeur général de l'institution policière, du Premier ministre Dr Gariconi, du président du Conseil présidentiel de transition, l'ingénieur Edgar Leblanc-Fils, et du conseiller présidentiel Smith Augustin. Votre présence ici témoigne encore une fois de votre engagement inébranlable et indéfectible au développement de cette institution républicaine stratégique, pierre angulaire de notre système de sécurité publique, voire national, a déclaré Franz Elbé aux nouveaux gradués. Il a également salué le courage des policiers qui, depuis le 29 février, se sont sacrifiés jour et nuit pour protéger les citoyens et leurs biens contre les assauts meurtriers des gangs armés. Dossier nouvelle constitution, l'ancien député de Pétionville, Jerry Tardieu, plaide en faveur du maintien des deux forces de sécurité distinctes dans la nouvelle constitution, une armée réorganisée et la police. Il souligne toutefois l'importance de réviser la loi régissant la police nationale d'Haïti. Les propos du député Jerry Tardieu. Il y a deux corps que la Constitution prévoit dans l'article 263 qui pour protéger les vies et les biens. C'est la police nationale et les forces armées d'Haïti. Il n'y a plus de défi capitaine. C'est comment nous pouvons permettre que le corps ait des moyens pour répondre à la mission. Parce que, il faut une vérité à Jean lié. Même Jean deux corps ont failli. Nous avons un constat d'échec depuis 37 ans d'existence de la Constitution. La Constitution ça a été votée sous base d'une espérance. Que nous avons construit une république qui est souveraine, non pas souveraine, une république qui est unitaire, nous avons joué toute la journée, une république qui a un l'État fort qui baille haïtien qui garantit le logement, car ils sont un luxe pour haïtiens, santé, payer docteur sont un luxe pour haïtiens, et sécurité. Je dis, dans la capitale, là, tout le monde a couru, pays à otage gang. Donc, en fait, bon constat d'échec de cette constitution, de ses objectifs, même si on regarde les collectivités, puis qui constitution 1987 là, qui ça les collectivités, c'est-à-dire pour retirer pouvoir avec moyens dans Port-au-Prince et puis pour mettre dans la province. Ça paraît ici fait. Donc, il faut que nous conscients que nous partis dans l'échec. C'est un pays à rebâtir même genre Port-au-Prince. Jodi a capitale là, son capital à reconstruire. Donc, sur la question de la sécurité, nous avons des propositions que nous avons faites, mais qui sont très minimes. Parce que, pas oublier que nous avons toujours qu'un force armée d'Haïti, parce qu'il y a la genèse à l'origine de la nation, malgré tout problème que l'armée d'Haïti baille en face en série de pouvoir civil, il n'a pas aidé dans la démocratie. Mais, force armée d'Haïti doit exister, mais elle doit organiser pour défendre la société. Police nationale là tout, mais tout touche un problème avec vous. C'est que police nationale là, les dispositions de la constitution d'ordre général, mais il y a des lois d'application. Par exemple, la loi sur la police nationale date de 1995. Elle est obsolète. Elle doit être renouvelée. Moi-même, serviteur, je fais une proposition de loi pour la modernisation de la police nationale. Et bien, malheureusement, la proposition de loi, ça, encore une fois, elle n'est pas passée. Pendant la transition, ça là, peut-être que c'est le moment de publier une loi sur la modernisation de la police nationale. C'est que ce soit pour la sécurité, pour la nationalité ou pour un ensemble de l'autre champ d'activité, nous avons gagné pour nous une constitution, mais il faut en même temps tout, nous avons une série de lois parce que une marche avec l'autre. On parle encore insécurité. Autre conséquence de la violence des gangs, près de 580 000 personnes sont déplacées en Haïti. Une augmentation de 60% depuis mars en raison de l'escalade de la violence. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, la majorité des déplacés vivent dans des conditions précaires avec un accès limité aux services de base, surtout à Port-au-Prince et dans le sud, où les infrastructures sont déjà surchargées. Les écoles et établissements d'enseignement représentent 39 des 96 sites de déplacement actifs et accueillent 61 000 personnes, ce qui limite considérablement la fréquentation scolaire. Des opportunités d'emploi durables et décentes, un accès égal aux services de base et un accès à l'éducation pour les personnes déplacées et les communautés d'accueil sont nécessaires de toute urgence, précise l'agence onusienne. Pour clore la page nationale de Métro News, plusieurs sites de l'électricité d'Haïti
ont été vandalisés par des groupes armés. Selon le coordonnateur général du syndicat, Félix Pierre Michel, soulignant que cette situation est à l'origine du blackout constaté dans la capitale. Sur 120 MW qu'il faut pour distribuer l'énergie dans la zone métropolitaine, le DH ne dispose que de 63, précise-t-il. Des mois d'arriérés de salaire, une dette de plus de 20 milliards de gourdes impliquant l'État haïtien, le secteur privé et des membres de la population. Autant de malaises qui empêchent le bon fonctionnement de l'institution. Parallèlement, Félix Pierre Michel n'est pas en mesure d'apporter des précisions quant au retour normal de la distribution du courant électrique dans la capitale, mais il espère le rétablissement du climat sécuritaire. C'est un reportage de Rodolphe Fierluy. La capitale est plongée dans le noir depuis plus de 2 mois et des membres du syndicat de l'électricité d'État d'Haïti veulent jouer leur partition. Plusieurs sites de l'institution ont fait les frais de la colère des groupes armés, explique Félix Pierre Michel. 15 circuits, 4 sous-stations. Il y a 4 circuits par sous-station, il y a 3 circuits dans chaque sous-station. Nous parlons de 15 circuits qui subissent actes de vandalisme et dans 4 sous-stations. Des circuits qui tombent en panne, un véritable casse-tête pour l'EDH en raison des employés qui ne peuvent pas se rendre sur les lieux. Des travaux d'entretien, des achats de nouveaux matériels, les difficultés sont majeures et la solution, paraît-il, n'est pas pour demain. Ça veut dire que nous avons environ 45 circuits, nous avons 30 ou 30 de circuits qui stables. Chaque fois, capable de des moments à d'autres. Les circuits, ça a une tranche d'alimentation qui est capable d'alimenter, soit des bandes de coteaux comme client. C'est parce que, circuit, ça a un défaut, il est capable de panne. Lorsque les techniciens et département de ligne, direction réseau, il y a une mission pour faire réparation circuit, ça, il est pour faire réparation circuit, l'obligé de mettre au repos pour le temps, la production pour alimenter circuit. En plus de l'insécurité, Félix Pierre Michel pointe du doigt les autorités étatiques qui n'ont pas tenu parole en ce qui concerne la disponibilité des produits pétroliers, des mois d'arriérés de salaire, des bureaux qui sont fermés, des usagers qui ne savent pas où réguler leurs bordereaux. Un tableau qui interpelle dans un contexte où nous nous approchons de l'été et l'énergie est aussi une source de développement. Tout le problème de sécurité. Des côtés techniciens ne pas arriver pour y faire réparation. Des côtés l'État tout, lui-même qui était supposé venir en aide en termes de subvention carburant, nous avons centrale Carrefour 3 qui est supposé capable de marcher sauf comme centrale la font paquet de temps, il y a des tirs repassés mais qui vous faites là-dedans. Automatiquement 50 de mégawatts ça du côté central Carrefour 3 est disponible. Ça va l'additionner 63 plus ou bien 65 additionné 50, ça donne 115. L'électricité d'État d'Haïti fait de son mieux pour fournir de l'énergie dans quelques zones de la capitale, alors que dans bien d'autres, ça fait des mois. Il faut environ 100 MW pour alimenter la capitale et l'EDH n'a que la moitié. Actuellement là, nous avons disponibilité 65 MW. Nous avons 36 MW qui sont disponibles du côté des centrales publiques. Nous avons 29 MW qui sont disponibles du côté des centrales IPARE. Et c'est ça qui fait que, puisque nous avons une trentaine de circuits qui sont disponibles, même lorsque le pas tout le temps capable d'alimenter, parce qu'il faut il n'est pas capable, 63 à 65 MW, n'a pas suffisamment assez pour alimenter circuits 24 sur 24, trentaine de circuits 24 sur 24. Des membres du syndicat de l'électricité d'État d'Haïti ne cachent pas leur position par rapport à cette situation de crise qui affecte l'EDH. Ils ont fait savoir au cours d'une conférence de presse donnée ce mardi que c'est à cause de l'insécurité des bandes armées qui n'ont pas hésité à vandaliser de nombreux sites de l'institution, ce qui est à l'origine de ce blackout qui est général, que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province. Donc pour l'instant, l'institution tente de voir comment ce nouveau gouvernement peut appliquer un plan stratégique qui s'étend de 2022 à 2030 et ensuite pouvoir regagner les 25,2 milliards de gourdes qui sont considérés comme une dette du côté de l'État haïtien d'abord, du côté du secteur privé ensuite et finalement du côté des membres de la population. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Nous sommes au terme de cette édition de Métro News, mais avant de partir, voici l'essentiel de l'information qui a été développée ce mardi. Le Premier ministre Gary Coney a effectué une visite d'évaluation au Conseil électoral provisoire. Le chef du gouvernement veut réactiver la machine électorale. Une délégation de la police haïtienne se trouve actuellement à Nairobi, au Kenya. Le déploiement de la mission multinationale en Haïti était au centre des discussions.
Et puis le nombre de déplacés en raison de la violence des gangs a connu une augmentation de 60% ces derniers jours, selon des chiffres publiés par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Metro News. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain mercredi, mais entre-temps, restez sur Télémétropole. Bonsoir.